Un homme court pour sa vie, un prédateur mortel est sur ses pas. Mais peu importe à quelle vitesse il court, à quel point ses pieds frappent le pavé et ses muscles de jambes sont tendus, il ne dépassera jamais son poursuivant. Après tout, on ne peut pas fuir ce qu'on ne peut pas voir. Ses poumons crient pour de l'air et il s'arrête pour reprendre son souffle. Mais quand il ouvre sa bouche, l'air est aspiré hors de celle-ci. Ses poumons se froissent comme du papier mouillé alors qu'il peine à respirer. Son sang bout, ses yeux se révulsent. Il n'a même pas le temps de crier alors qu'il subit le genre de mort horrifique qui afflige les astronautes perdus dans le vide de l'espace alors qu'il se tient au milieu d'une rue ordinaire. Personne ne le remarque jusqu'à ce qu'il tombe au sol et il ne remarque certainement pas le changement dans l'air alors qu'une brise fuit la scène. Mais qu'est-ce qui flottait dans l'air pour faire une telle chose ? Pour comprendre cela, nous devons revenir plus tôt dans la journée, avant que cet homme n'ait l'air arraché de ses poumons. L'air chaud est très humide. Les nuages sont épais et mal à l'aise dans le ciel sombre et verdâtre. Dans l'allée des tornades, les habitants comprennent la signification de ce temps et savent que ce n'est pas de bon augure. Toute personne sensée reste à l'intérieur aujourd'hui, les fenêtres bien fermées. Personne n'oserait sortir maintenant avec une tornade menaçant de toucher le sol à tout moment. Sauf s'ils sont chasseurs de tempêtes, bien sûr. L'homme assis dans son camion regardant le ciel avec des yeux brillants et excités n'a jamais utilisé cette phrase pour se décrire, mais elle s'applique certainement. Il poursuit les tempêtes, en particulier les tornades, avec le reste de son équipe. Techniquement, c'est pour la recherche météorologique, mais quiconque le connaît sait qu'il ressent un frisson à poursuivre des tempêtes puissantes, à regarder le danger en face et à en ressortir en un seul morceau. Il a commencé à poursuivre les tempêtes jeunes, sortant discrètement par la porte d'entrée pour jeter un coup d'œil pendant que le reste de sa famille courait vers la cave, écoutant le son des sirènes de tornades. Il ne les rejoindrait que lorsqu'il aura vu cet entonnoir d'air gigantesque, tournant et tournant à des centaines de kilomètres à l'heure. Quelque part en cours de route, il a même obtenu quelques diplômes en météorologie. Tout cela pour comprendre un peu mieux ces grands monstres du ciel. Maintenant, il sait qu'ils ne sont pas les doigts d'un dieu en colère qui touche la terre, mais la conséquence naturelle du bon cocktail d'humidité et d'air, de chaud et de froid, se tordant ensemble jusqu'à ce que vous obteniez, une tornade. Désormais, il agit avec plus de subtilité. Il conduit un camion correctement équipé, il suit les tempêtes avec un radar et du matériel haut de gamme et il a une équipe pour aider. Une équipe trop nombreuse n'est pas idéale. Trop de cuisiniers dans la cuisine mènent souvent à des accidents. C'est ce que sa mère répétait constamment. Mais son meilleur ami et partenaire de longue date est sur le siège passager, gérant l'ordinateur et surveillant le radar. À l'arrière, il y a 2 stagiaires, de gentils étudiants qui transportent l'équipement et assurent le bon déroulement de l'opération. Avec ces 2 types qui sont attentifs aux détails, le leader peut se concentrer sur sa passion, les tempêtes. Et il semble qu'une grosse tempête se prépare. Ils ne vont pas commencer tout de suite. Il doit attendre qu'elle touche le sol, attendre que ces nuages tourbillonnant là-haut tiennent leur promesse. Il peut dire que ça ne sera pas long. Il peut voir l'entonnoir se former, s'étirant vers l'extérieur et vers le bas, jusqu'à ce que... Oui! Le leader crie d'excitation, incapable de se retenir. C'est une tornade là, les gars. Et cela signifie qu'il est temps d'y aller. Son coéquipier a déjà prédit la trajectoire de la tornade, ils n'ont plus qu'à conduire pour la croiser sur son chemin. Il démarre le moteur en trombe, rappelle aux autres de s'attacher, défonce à travers le grand champ. Il bifurque sur une route en terre, accélère à fond et fait déraper le camion en direction de la tornade. En s'approchant, l'équipe perçoit ce bruit caractéristique, tel le grondement d'un train de fret. Ce n'est pas la plus grande qu'ils aient vue, loin d'être la plus dangereuse, mais c'est toujours une tempête impressionnante de près. Ils sentent le camion se secouer et les vents fouetter les fenêtres. Le leader alerte l'équipe en criant malgré la tempête déchaînée. Il se prépare à les mener au cœur de la tornade. Tout le monde s'accroche fermement, prêt à affronter la tempête comme ils l'ont fait tant de fois auparavant, mais alors que le moteur rugit et que les roues du camion tournent, l'équipe est témoin d'un spectacle qu'elle n'a jamais vu auparavant. Juste là devant eux, tout à coup, la tornade se dissipe. Certes, toutes les tempêtes finissent par s'apaiser, mais jamais ainsi. Jamais une telle dissolution soudaine à l'apogée de sa force et de son activité. Mais peu importe si cela a du sens ou non, c'est arrivé. Le leader s'assoit un instant en silence sur le siège du conducteur. Toute cette excitation, tout ce planning et ce travail se sont dissipés en un instant avec la tornade.
Peu après, l'acolyte du chef rompt le silence en posant la question qui taraude chacun. Et maintenant ? Une stagiaire propose de rester pour enquêter sur la zone, tandis que les autres retournent au site initial où la tornade a touché le sol. Elle sort du camion et promet d'appeler l'équipe quand elle aura fini d'inspecter la zone. Sur ce, les 3 autres membres de l'équipe repartent rapidement vers leur point de départ. Le leader est incertain de ce qu'il cherche, mais il doit agir. Sinon, la journée semble gâchée. Mais peu importe combien de fois il conduit le camion d'avant en arrière sur la zone, suivant le chemin de la tornade, il n'y a aucun indice à trouver. Elle a juste disparu. Ils ont peut-être fait une erreur de calcul ou c'est juste une étrange bizarrerie de la nature. Mais il semble que ce soit peut-être le moment de réduire leurs pertes, de faire leur bagage et de retourner en ville pour un repas et une séance de stratégie. Il y a toujours une prochaine fois. La stagiaire appelle l'autre stagiaire pour connaître sa position et faire demi-tour pour aller la chercher. Mais elle ne répond pas. Il rappelle. Toujours pas de réponse. Inhabituel mais bon, c'est fait pour ça le suivi de la localisation. Ils suivent le signal de son téléphone et reviennent en voiture. Mais lorsque le chef inspecte l'horizon, prêt à appeler la stagiaire et à la ramener dans le camion, il ne la trouve nulle part. Les 3 hommes sortent du camion, de plus en plus inquiets à chaque instant qui passe. Puis, ils l'aperçoivent, gisant au sol, à quelques centaines de pieds devant. Un tas froissé qui pourrait presque être pris pour un tas de vêtements au premier coup d'œil. Mais en s'approchant, ils découvrent l'horrible vérité. C'est elle, la stagiaire, allongée sur le sol. Ses yeux sont exorbités, grands ouverts et vitreux. Sa bouche est grande ouverte dans un cri silencieux. Pas une goutte de sang sur elle, aucune blessure pour indiquer ce qui aurait pu la tuer. Aucun os brisé ou membre déplacé. C'est comme si elle avait soudainement cessé de pouvoir respirer et qu'elle était morte d'asphyxie sur place. Au début, personne ne dit un mot. Aucun d'entre eux ne veut être le premier à rompre le silence et à reconnaître ce qu'ils voient tous juste devant eux. Elle est morte. Quelque chose l'a tuée sans que personne ne puisse l'aider. L'autre stagiaire prend la parole. Ils décident d'appeler la police, même s'ils ne savent pas exactement quoi signaler. Pendant l'appel du stagiaire, le partenaire attrape le bras droit du leader. Il signale un problème avec le radar. Il détecte une activité inhabituelle et des courants étranges dans l'air juste au-dessus de leur position actuelle. Pas une tornade, autre chose. Une chose inédite pour lui. Il comprend que les circonstances sont extrêmes, mais cela pourrait être lié à la mort de la fille. Tous 2 devraient peut-être regarder ça et vérifier. Le stagiaire propose de rester avec sa collègue morte pour attendre les secours, pendant que les 2 hommes, plus expérimentés, partent étudier les modèles de vent. Le leader réfléchit un instant, puis décide que s'ils ne peuvent pas ne pas poursuivre une tempête, ils pourraient tout aussi bien chercher une sorte de réponse. Alors le leader et son bras droit remontent dans le camion et suivent les courants d'air mystérieux sur la route. Alors qu'il roule, le leader demande à son équipier des informations en continu sur le temps étrange qu'il traverse. Ce n'est pas une tempête ordinaire qu'ils ont l'habitude de voir et de mesurer en observant la formation des tornades. Ce courant singulier paraît se courber et s'entrelacer aléatoirement, bravant les motifs alentours. Il ne bouge pas comme la météo, note le partenaire. C'est plus comme un essaim d'insectes, un vol d'oiseaux s'engageant dans ce que les ornithologues appellent une murmuration. Les étourneaux font cela, explique-t-il. Ils volent en bande dans ces motifs hypnotisants et imprévisibles. Mais bien sûr, lorsqu'ils regardent le ciel, il n'y a pas d'étourneaux. Non. Il n'y a pas d'insectes qui pullulent comme un fléau biblique. En fer, il n'y a même plus de nuages, juste un ciel bleu grand ouvert. Soudain, le leader sent à nouveau la main de son partenaire sur son bras. Le courant d'air rebrousse chemin, retournant dans sa direction d'origine. Presque comme s'il se dirigeait, aussi ridicule que cela puisse paraître, vers l'endroit où le corps de la fille a déjà été trouvé. L'endroit où le stagiaire vivant attend la police. Les 2 hommes savent dès combien il est ridicule de craindre qu'un courant d'air rebelle s'en prenne à quelqu'un, mais le leader ne peut se débarrasser de la terreur qui envahit son corps. Il donne un coup de volant, fait tourner le camion et accélère pour retourner à l'endroit où le stagiaire attend. Durant le trajet, son coéquipier est appelé par l'enfant. Il répond, mais il n'entend rien de l'autre côté, sauf une sorte d'interférence, comme si quelqu'un soufflait dans les haut-parleurs du téléphone. Puis l'appel se coupe. Quelque chose ne va définitivement pas, lorsque le leader voit les corps affalés les uns sur les autres. 2 maintenant, là où il n'y en avait qu'un, il freine si fort que la ceinture de sécurité manque de lui casser les côtes. Cela lui coupe le souffle un instant alors qu'il tâtonne avec la boucle, puis la porte.
Il trébuche en sortant du camion et le souffle lui est à nouveau coupé lorsqu'il voit de près les deux stagiaires empilés l'un sur l'autre, les yeux grands ouverts, la bouche ouverte et morts. Le jeune homme garde constamment son téléphone en main, le pouce figé sur le dernier numéro composé. Il a appelé à l'aide, mais ils sont arrivés trop tard. Peu d'intérêt à rappeler la police, ils sont en chemin pour récupérer un corps. Maintenant, ils en auront simplement deux. Le leader s'effondre sur l'herbe, le visage entre les mains, les genoux fléchissants. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout a mal tourné si vite. Ils savaient tous que la chasse aux tempêtes était dangereuse, mais aucune tempête qu'il ait jamais vue n'est capable de tuer quelqu'un de cette façon. Juste en aspirant la vie hors d'eux sans laisser la moindre égratignure, le leader essuie une larme lorsqu'un souffle d'air fouette soudainement son visage, comme si quelque chose avait volé devant lui à une vitesse vertigineuse. Il appelle son partenaire, demandant si l'autre homme l'a également ressenti, mais il n'obtient pas de réponse. C'est étrange. La sensation de naufrage le submerge à nouveau et il cherche l'autre homme du regard. Le voilà debout derrière le camion. Quelque chose ne va pas. L'autre homme tourne le dos au leader, mais il se débat et agite ses bras comme une victime de la noyade. Lentement, prudemment, le leader contourne le côté du camion pour mieux regarder son partenaire. Un spectacle inoubliable, aussi longtemps qu'il vivra. Les yeux de l'autre homme sortent de son visage, les vaisseaux sanguins éclatent. Sa bouche est aux grandes ouvertes, haletant pour une respiration qu'il ne semble pas pouvoir attraper. Il lutte contre une force invisible, comme s'il se noyait sur la terre ferme. Comme si tout l'oxygène avait été aspiré de l'air juste autour de lui, comme s'il était piégé dans une bulle hermétiquement scellée. Son partenaire croise son regard, et malgré la lutte, malgré sa préhension ténue sur la vie, le leader peut le voir articuler un mot avec une clarté parfaite. Course. Le leader ne se considère pas comme un lâche. Il n'a jamais pensé de lui être le genre d'homme qui fuit une menace, mais il n'est pas non plus le genre d'homme à ignorer les derniers mots d'un ami mourant. Il se retourne et s'enfuit, entendant le bruit sourd du corps de son meilleur ami qui tombe derrière lui. Puis il entend le bruit de l'air ou de quelque chose qui se déplace dans l'air. Quoi que ce soit qui a tué les autres, c'est après lui qu'il venait ensuite. Il n'est pas sûr exactement de ce que c'est ou s'il peut même le dépasser, mais il est sûr qu'il va essayer. Après une vie à courir, après le danger, il ne le laissera pas le rattraper. Non, monsieur. Mais où peut-il chercher un abri ici, au milieu de nulle part? Il n'y a que des bâtiments abandonnés, des terres agricoles et éventuellement un viaduc ici. Mais un viaduc n'offre aucune protection contre une tornade ou contre ce qui le poursuit. Puis, il aperçoit devant lui un silo à grains en métal qui semble récemment renforcé d'après son apparence. En temps normal, il n'aurait jamais envisagé d'y grimper. Sa mère l'avait averti pendant son enfance à quel point il était facile de glisser et de s'étouffer. Mais s'il a de la chance, et il croise les doigts pour l'avoir, ce sera vide. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Il grimpe à l'échelle plus vite qu'il n'a jamais grimpé auparavant et ouvre le haut du silo. En regardant à l'intérieur, son cœur bondit. Il y a un peu de maïs à l'intérieur. Espérons que la profondeur, bien qu'insuffisante pour qu'il disparaisse, amortira sa chute. Il grimpe à l'intérieur, scelle l'entrée et tombe. Il entend sa jambe se casser avant de le sentir, le bruit dégoûtant de l'os qui se brise. Puis la douleur. Mais au milieu de l'agonie de l'os fraîchement cassé, il prend de grandes bouffées d'air rance et moisi et remercie ses étoiles chanceuses qu'il puisse encore respirer. La question est, pour combien de temps? Quelque chose heurte le silo à grains, telle une branche d'arbre qui tombe. Puis vient un bruit de cliquetis, comme des vents forts secouant les murs métalliques. Tout cela parcourt toute la surface du silo, secouant chaque centimètre du bas jusqu'en haut. Mais, alors que le cliquetis continue et que le prédateur est déterminé à attraper sa proie, l'homme réalise qu'il a choisi exactement le bon endroit pour se cacher. Peu importe qui en a après lui, ça ne peut pas entrer. Il lui suffit d'attendre qu'il se fatigue. Espérons qu'il soit sauvé avant de mourir de soif. Une heure passe, puis une autre, puis le silence. Il ne peut pas expliquer comment, mais il sait que quoi que ce soit, c'est parti maintenant. Il appelle à l'aide et indique à l'officier au téléphone où trouver les corps de ses amis tombés. Il abandonne sa vie de chasseur de tempêtes, redoutant ce qu'il pourrait croiser en poursuivant une autre tornade. Il n'a jamais eu peur d'elle, mais qu'est-ce qui se trouve encore là-bas? Comme le disait sa maman, mieux vaut le diable qu'on connaît que celui qu'on ne connaît pas.
Il ne le saura jamais, mais ce diable particulier était SCP-8-185. SCP-8-185 est une créature vivante d'origine et de composition inconnue. Où qu'il aille, il déplace tous les fluides à l'intérieur de son périmètre, liquides et gaz compris. La Fondation a essayé d'analyser l'intérieur de la créature, mais aucune matière connue ne semble s'y trouver. C'est, autant que quiconque puisse le dire, essentiellement un vide complet. L'imagerie sonar a permis à la Fondation de déterminer le périmètre de SCP-8-185, qui est un nuage d'environ 200 éléments ovoïdes s'intersectant et se divisant apparemment au hasard. On ne sait pas actuellement s'il s'agit d'une seule créature composée de ces ovoïdes ou d'un essaim de créatures plus petites. SCP-8-185 était capable de manipuler sa différence de pression pour se déplacer dans l'espace. Il peut se déplacer dans les fluides et traverser des solides poreux tels que le béton. Cependant, le métal et le verre trempé peuvent le contenir ou le tenir à distance. Tout objet entièrement immergé dans SCP-8-185 se comportera comme s'il était dans un vide. Quand cet objet est un être vivant, eh bien, les résultats ne sont pas jolis. Ce qui est au malheureux, car SCP-8-185 est une sorte de prédateur et toutes les créatures vivantes et respirantes sont sa proie idéale. Il repère cette proie via les vibrations atmosphériques et une fois qu'il a trouvé une cible, le nuage l'entoure. Une fois entre les griffes de SCP-8-185, la créature ne peut plus fuir, il est trop tard. Une fois que la proie est encerclée, SCP-8-185 extraira tous les fluides et gaz par pression négative et la victime périra d'hypoxie et d'ébullisme, en termes profanes par le manque d'oxygène et la formation de bulles dans les liquides corporels en raison de la diminution de la pression environnementale, respectivement. Si sa proie prévue parvient à s'échapper, SCP-8-185 la poursuivra et la chassera. Il peut se déplacer jusqu'à 12 mètres par seconde dans une atmosphère standard, étant légèrement plus lent dans un air plus dense. La plupart des proies qui tentent de s'échapper n'y parviennent pas. Une fois que la proie est morte, SCP-8-185 perd de l'intérêt. Il est incertain qu'il se nourrisse de la proie d'une manière ou d'une autre, ou s'il tue simplement pour se divertir. Ces motivations n'ont probablement pas grande importance dans l'ensemble. Quoique SCP-885 cible, cette cible finit toujours par mourir. SCP-885 est conservé dans un conteneur en acier soudé dans une zone de stockage de la Fondation non divulguée. Cette zone doit être maintenue en pression négative en permanence afin de réduire la possibilité d'une brèche de confinement. De plus, le mouvement de l'air dans la zone de stockage doit être constamment surveillé. Je tremble à l'idée des conséquences d'une éventuelle brèche de confinement. SCP-885 est presque indétectable dans une atmosphère ordinaire. Même dans les liquides, il n'est qu'un amas de bulles. C'est un miracle que la Fondation ait pu contenir cette chose au départ. Si SCP-885 s'échappait, le personnel de sécurité mettrait probablement du temps à réaliser qu'il y a eu un changement. Pour cette raison, tout changement inexpliqué dans l'air près de l'enclos de SCP-8-185 doit être signalé immédiatement. Le personnel sait que SCP-8-185 utilise la pression pour maintenir les portes fermées, piégeant les victimes dans des pièces sans issue. Comme le son ne peut pas se propager dans le vide, la victime ne serait même pas en mesure d'appeler à l'aide. Dans les griffes de SCP-885, tout comme dans l'espace, personne ne peut vous entendre crier. Rejoignez le Patreon du Dr Bob et devenez un jeune chercheur. Allez maintenant regarder une autre affaire des dossiers du Dr Bob comme SCP-1352, le diable de poussière,